Dans le cours Architecture des systèmes numériques, vous avez eu un aperçu des éléments qui constituent un ordinateur. Vous avez pu observer le fonctionnement d'un ordinateur quand il exécute un programme, et vous avez pratiqué le développement de logiciels embarqués. La seconde partie du cours est consacrée à l'électronique des systèmes numériques. Nous allons présenter les bases des technologies, des méthodes de conception, des langages de description et des outils de développement de circuits numériques. L'objectif est d'apprendre à développer notre propre ordinateur. En électronique, nous sommes habitués à construire des circuits à partir de composants simples. Avec un nombre limité de types de composants, on peut réaliser des systèmes d'une grande complexité. Cette maison a été réalisée en Lego par le journaliste anglais James May et environ 1200 autres personnes en 2009. Des briques de Lego ont d'abord été utilisées pour réaliser des briques plus grosses, qui, à leur tour, ont servi à construire les murs. Dans les circuits intégrés numériques, nos briques sont des transistors. La technologie CMOS repose sur l'utilisation de deux types de transistors à effet de champ complémentaires, le transistor MOSFET à canal P et le transistor MOSFET à canal N. L'alimentation électrique du circuit fournit les tensions de référence VDD et VSS représentant les valeurs binaires 0 et 1. Si vous devez utiliser un transistor seul, vous le trouverez généralement sous cette forme, dans un boîtier à 3 broches. À l'intérieur, le transistor est essentiellement constitué de silicium, ayant subi des opérations de dopage et de connexion métallique. Mais dans un circuit intégré, les transistors sont disposés sur le même substrat de silicium. Pour donner un ordre d'idée de la complexité de ces circuits et de leur évolution, voici les caractéristiques du premier microprocesseur, le 4004 d'Intel. Ce circuit était constitué de 2300 transistors, réalisés avec une finesse de gravure de 10 microns et occupant une surface de 12 mm². L'image de gauche est une photo du circuit nu avant sa mise en boîtier. Près de 50 ans plus tard, la complexité des processeurs se compte en milliards de transistors. Par exemple, l'Apple A13, qui équipe l'iPhone 11, est constitué de 8,5 milliards de transistors. Les progrès des techniques de fabrication ont permis de réduire la finesse de gravure à 7 nanomètres, si bien que la surface du circuit reste raisonnable. Dans les années 1970, il était encore possible de dessiner à la main le schéma d'un circuit constitué de quelques centaines ou milliers de transistors. Depuis, la complexité des circuits intégrés n'a cessé d'augmenter, et les délais de mise sur le marché se sont raccourcis. Pour atteindre ces résultats, il a fallu changer profondément les méthodes de développement, utiliser des langages de modélisation et des logiciels qui automatisent une grande partie du travail. Cette année, notre ambition n'est pas de réaliser des systèmes de plusieurs milliards de transistors. Dans la suite de cette présentation, nous allons suivre une progression qui commence avec un circuit à un transistor et qui culminera lors des activités pratiques avec des circuits de quelques centaines de milliers de transistors. Pour réaliser des fonctions logiques, nous utilisons les transistors en régime de commutation. Un transistor se comporte alors comme un interrupteur entre son drain D et sa source S. L'ouverture ou la fermeture de cet interrupteur est commandée par la tension appliquée à la grille G. Ce schéma propose deux représentations d'un transistor NMOS dont la source est reliée à la masse. D'un point de vue logique, ce circuit possède une entrée G et une sortie D. Lorsque l'entrée est à 0, le transistor est bloqué. En l'absence d'autres composants dans le circuit, la sortie est en l'air, elle ne vaut ni 0 ni 1. On dit que la sortie est dans l'état haute impédance que l'on note Z. Lorsque l'entrée est à 1, le transistor est passant, la sortie est à 0. Le transistor PMOS a un comportement symétrique du précédent. Il est câblé en plaçant sa source du côté de VDD, et comme pour le NMOS, la grille joue le rôle de l'entrée et le drain joue le rôle de la sortie. D'un point de vue logique, lorsque l'entrée vaut 1, le transistor est bloqué et la sortie est dans l'état haute impédance. Lorsque l'entrée vaut 0, le transistor est passant et la sortie vaut 1. Les 4 situations possibles sont résumées sur ce schéma. Comme on le voit, les transistors ont un comportement inverseur. Pour le NMOS, la sortie vaut 0 quand l'entrée vaut 1. Pour le PMOS, la sortie vaut 1 quand l'entrée vaut 0. Cependant, pour réaliser un véritable circuit inverseur, il faut trouver un moyen de remplacer l'état haute impédance par un état logique 0 ou 1. La technologie CMOS consiste à utiliser les transistors NMOS et PMOS ensemble de façon complémentaire. Le circuit le plus simple est l'inverseur qui utilise un transistor de chaque type. Lorsque l'entrée vaut 0, la sortie reçoit un 1 à travers le transistor PMOS, tandis que le NMOS est bloqué. Lorsque l'entrée vaut 1, la sortie est mise à 0 à travers le transistor NMOS, tandis que le PMOS est bloqué.
Ce circuit s'appelle une porte inverseuse et réalise la fonction non de l'algèbre de Boole. On la représentera désormais par son symbole, un triangle avec un petit cercle. Son comportement est résumé par une table de vérité qui spécifie, pour chaque valeur d'entrée possible, la sortie correspondante. En respectant des règles de construction simples, on peut assembler des transistors pour réaliser d'autres fonctions logiques. Dans le circuit de gauche, on a placé les transistors PMOS en série et les transistors NMOS en parallèle. La sortie vaut 1 lorsque les deux transistors P sont passants en même temps, c'est-à-dire lorsque les deux entrées sont à 0 en même temps. Les deux transistors N sont alors bloqués. Dans les autres cas, au moins un transistor P est bloqué et au moins un transistor N est passant, ce qui produit un 0 en sortie. Dans le circuit de droite, la sortie vaut 0 lorsque les deux transistors N sont passants en même temps, c'est-à-dire lorsque les deux entrées sont à 1 en même temps. Dans les autres cas, au moins un transistor N est bloqué et au moins un transistor P est passant, ce qui produit un 1 en sortie. Le circuit de gauche réalise la fonction non-OU, dont nous avons représenté le symbole et la table de vérité. Celui de droite réalise la fonction non-et. Par curiosité, nous pouvons observer l'agencement des transistors sur le silicium pour réaliser une porte non-et. On retrouve sur ce schéma les régions du silicium correspondant aux sources, drains et grilles des 4 transistors. En 2020, on sait réaliser des circuits avec une finesse de gravure de quelques nanomètres. Sauriez-vous réaliser les fonctions logiques et OU avec des transistors ? Mettez cette vidéo en pause si vous voulez y réfléchir quelques instants. Contrairement à l'intuition, on réalise la porte et en mettant en cascade une porte non et un inverseur. De même, on réalise la porte OU en mettant en cascade une porte non OU et un inverseur. Matériellement, les portes et OU utilisent donc deux transistors de plus que les portes non et non OU. Pour cette raison, on peut produire des circuits plus petits si on parvient à transformer un assemblage de OU et d'inverseurs en un assemblage de non et de non OU qui aurait la même table de vérité. Les connexions entre circuits numériques doivent respecter des règles de compatibilité. Lorsque vous devez choisir des circuits intégrés pour concevoir une carte, la documentation de chaque circuit vous renseigne sur les caractéristiques électriques de ses entrées et de ses sorties. Pour les sorties logiques, le constructeur garantit les plages de tension correspondant à un 0 et un 1 logique. Pour un 0, la tension de sortie sera toujours inférieure à VOL max. Pour un 1, elle sera toujours supérieure à VOH min. Pour les entrées logiques, le constructeur indique les conditions à respecter pour que le circuit fonctionne correctement. Pour un 0, la tension d'entrée doit être inférieure à VIL max. Pour un 1, elle doit être supérieure à VIH min. Les deux portes représentées sur cette figure peuvent fonctionner ensemble car VOH min est supérieur à VIH min et VOL max est inférieur à VIL max. Éventuellement, les deux circuits peuvent avoir des VDD différents dans les limites indiquées par le constructeur. Si vous ne respectez pas ces règles, le bon fonctionnement de votre circuit n'est pas garanti. Vous pouvez vous retrouver avec un système qui fonctionne correctement la plupart du temps mais qui présentera des dysfonctionnements de temps en temps, en réaction à certaines entrées ou selon les conditions de température. Ce type de problème est difficile à diagnostiquer et on cherchera à l'éviter. Cette présentation vous a donné un aperçu des fondations sur lesquelles les systèmes numériques sont construits. Par la suite, nous allons progressivement élever le niveau d'abstraction. Nous allons nous éloigner du transistor et travailler avec des briques de plus en plus grosses, chacune construite avec des briques plus petites, des portes logiques, des opérateurs mathématiques, des processeurs.